Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Je t'ai déjà parlé de synchronicité. Oui, si ta mémoire est bonne, et je sais qu'elle l'est, lors du challenge du podcast, le hors-série 22, un moment étrange, je t'ai parlé de synchronicité. Ce moment qui semble hors de l'espace-temps, qui t'envoie une sorte de signe ou de symbole que tu interprètes comme une réponse à une question ou la validation d'une direction. En général, ça te claque à la tronche, juste à la tienne. Et tu restes quelques instants figé. Des microsecondes, l'éternité, quelque part entre les deux. Cette fois-là, je t'ai parlé de panda, entre autres. Vois-tu, je ne pense pas spécialement avoir été panda dans une autre vie, mais il se trouve que dans les quelques derniers jours, j'ai prononcé ce nom plus de fois qu'au cours de toute mon existence. Sur la synchro, et puis dans ma liste des métiers les plus cool du monde, en number one même, nounou de panda. D'ailleurs, j'ai une amie qui m'a écrit que ce serait un rêve pour elle. Bon, ok, tu n'as pas forcément les mêmes amis que moi. On m'a posé la question de sa symbolique. Je pensais au mode ninja et aussi à l'espèce de boule incroyable qu'il forme en roulant. Ce qui n'est pas très symbolique, j'en conviens. Je me suis souvenu d'un outil que j'utilise dans mes séances. Voici ce qu'il raconte. Le panda équilibre la force et la douceur. Il délimite un espace clair au sein duquel tu te sens en sécurité. Il met en lumière ta sensibilité, qui te fait tanguer entre des hauts et des bas émotionnels. Lui, le panda, vient équilibrer tout ça. Ça te parle? Salut, épisode 37, un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer Dominique Bon. Une femme au parcours atypique, débordante d'énergie et de ressources, dont j'ai adoré faire la connaissance. Elle aussi fait partie de ces personnes incroyables qui ont répondu à mon appel à témoignage sur l'ikigai. Le fondement reste le même. Dominique va t'apporter un autre éclairage. Elle parle de son parcours et puis de ce moment où elle a osé. De l'hypersensibilité à la sexualité, en passant par la numérologie, bienvenue dans l'univers d'Elle Ose. Laisse-toi inspirer. Sa voix chantante est une mise à nu, un cadeau. Après ça, tu te sentiras plus complet. Et tu vas vraiment te mettre en quête. En quête de toi-même. Je m'appelle Magalidé, je suis un humain, maman 4 fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent. Bonjour Dominique, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, de faire connaissance avec toi, même à travers ce podcast, cet épisode qui est un peu hors série sur cet outil incroyable qu'est l'ikigai. Et j'ai lancé un appel à ce sujet, il y a plusieurs personnes qui ont répondu, tu en fais partie. Et avant toute chose, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, je voudrais te demander si tu veux bien te présenter à nos auditeurs de la façon que tu souhaites, telle que tu dirais que tu es aujourd'hui. Eh ben, avec plaisir, Magali. Je vais me présenter. Je m'appelle donc Dominique Bons et il y a très longtemps, j'étais ingénieure. Puis finalement, je suis passée de la technique à l'humain. Ça me bottait beaucoup plus. Donc, j'ai continué à accompagner d'abord les entreprises. Puis finalement, c'était pas foncièrement les entreprises qui m'intéressaient, c'était vraiment l'humain. Donc, c'était plutôt accompagner les gens. Donc, je suis partie bosser ensuite dans un incubateur féminin où je n'accompagnais que les femmes à la création d'entreprises. C'est d'ailleurs là
que j'ai commencé à utiliser l'ikigai parce que finalement c'était un bon outil, ça permettait de sortir un peu des schémas classiques tout en restant bien rationnel, bien positionné sur l'objectif, sur finalement c'est quoi ton rêve, c'est quoi ce que tu as envie de faire vraiment. Et puis après j'ai arrêté de travailler dans cet incubateur. En fait, je crois que plus j'avance en âge et plus je fais ce qui me plaît, plus j'ose faire ce qui me plaît. Et donc finalement maintenant, j'accompagne essentiellement, allez, on va dire que j'accompagne 90% de femmes qui sont sensibles, voire hypersensibles. Et je les accompagne tant sur leur vie pro que leur vie privée. Donc j'ai un site qui s'appelle Hello, c'est pour enfin leur permettre d'oser être elles. Alors tant dans la vie privée que dans la vie pro. Alors voilà, donc l'ikigai, ça fait partie d'un de mes outils d'accompagnement. Il y en a d'autres, hein, mais ça fait partie d'un des outils d'accompagnement. Entre autres, j'ai aussi l'énéagramme que j'aime beaucoup parce que c'est un outil de personnalité qui est très très ouvert et qui permet d'évoluer et c'est hyper intéressant. L'hypersensibilité, je la traite aussi à travers les intelligences multiples parce qu'il n'y a pas que l'intelligence rationnelle et il n'y a pas que le QI, il n'y a pas que le QE dans la vie, quoi. Donc du coup, il y a aussi toutes les autres intelligences et c'est ça qui permet de voir quelles sont les sensibilités et les trop fortes sensibilités et les manques. Et puis donc cet ikigai qui permet effectivement de trouver un peu sa raison d'être. Voilà. Et puis après, il y en a d'autres. Comme je dis, plus je vieillis et plus je fais ce que je veux. Donc j'ai découvert des trucs qui sont loin de mon monde rationnel d'ingénieur et je l'intègre à tous mes accompagnements, tels que la numérologie. Et la numérologie, je l'associe aussi à l'ikigai. Voilà, et c'est de ça aussi dont j'ai eu envie de te parler quand tu as lancé cet appel. Quel parcours! C'est vraiment un plaisir de découvrir en fait, tout ce cheminement où on sent qu'il y a un axe fort. Plus tu avances, plus tu grandis, plus tu vas vers toi-même finalement et plus tu te connais, plus tu offres des outils aussi aux autres pour qu'ils se connaissent mieux, eux-mêmes. Alors peut-être tu es plus centré sur les femmes, mais j'imagine que ce sont des façons de voir et de se poser des questions qui pourraient, convenir presque à tout le monde. Ah oui, oui, ça convient à tout le monde. Il se trouve que quand j'ai bossé en tant qu'ingénieur, je bossais dans un monde essentiellement masculin. Donc c'est certainement, j'ai voulu prendre le contre-pied et finalement m'intéresser à la place de la femme dans la société. Enfin, je pense que je suis un peu féministe sans être acharnée, mais du coup, ça m'intéressait de promouvoir les femmes. Oui, c'est sûr, ça m'avait toujours intéressé dans l'entreprise de les promouvoir, mais là, ouais, c'est ça. Après, oui, bien sûr que les outils ils peuvent servir à tout le monde. Hein. C'est vraiment. Alors oui, plus j'avance et plus je fais entre guillemets ce qui me correspond. En fait, je crois que ma sensibilité, mon hypersensibilité que j'ai découvert sur le tard, une fois que j'ai compris, j'ai compris aussi pourquoi finalement dans mon monde pro ou dans ma vie privée, j'avais eu des échecs ou des difficultés ou le sentiment d'être pas dans mon axe. Donc c'est aussi ça qui fait que je vais beaucoup plus vers elle ose et j'ose quoi parce que finalement quand on ose être qui on est vraiment ben on a moins de susceptibilité, on a moins de sensibilité, on est moins mal à l'aise et donc les choses sont beaucoup plus fluides. Cette sensibilité, c'est quelque chose qu'on entend pas mal, de nos jours, enfin beaucoup plus qu'avant, hein, la sensibilité, les émotions. Tu parles d'hypersensibilité, tu te définis comme hypersensible. Comment est-ce que ça se manifeste ou comment ça s'est manifesté dans ton quotidien pour que tu te dises: «Bon, ben, moi, c'est vrai que mes perceptions, elles sont peut-être un peu différentes et c'est peut-être parce que j'ai un fonctionnement différent». Alors oui, je crois que j'ai un fonctionnement un peu différent. Je suis pas une hypersensible qui pleure. Donc il y a deux formes d'hypersensibilité. On va dire il y a une forme d'hypersensibilité un peu plus extravertie où effectivement tout ça se voit, et puis une forme d'hypersensibilité intravertie. Et là finalement ça se voit peu parce que finalement les gens sont assez contrôlés, mais en interne c'est un vrai bouillonnement intérieur. Et donc du coup on peut considérer que ces gens-là ont beaucoup de mal à dire qu'ils sont hypersensibles parce que finalement comme ça se maîtrise, enfin, je veux dire, ça se maîtrise peu de l'intérieur, mais en tout cas, ça se maîtrise extérieurement parlant. Ça ne se voit pas forcément. Ça ne se voit pas forcément, donc ils n'aiment pas, puis les gens n'aiment pas le mot hypersensible. Et pourtant, une fois qu'on l'accepte, en fait, c'est quoi l'hypersensibilité? C'est juste le fait d'être effectivement plus sensible que d'autres sur certains domaines. Donc, il y a trois domaines, on va dire, sur lesquels on peut être plus sensible. Soit c'est, de mon point de vue, c'est une sensibilité, on va dire, mentale, et donc du coup, on a vraiment
beaucoup de peur, beaucoup de doutes, des idées qui partent dans tous les sens. Alors ça peut être l'arborescence multiple comme on entend parler chez les surdoués, mais il y a aussi d'autres trucs. Mais donc on est plus dans un domaine mental où effectivement c'est la tête qui part un peu dans tous les sens avec une procrastination, avec tout ça. Puis après il y a une hypersensibilité émotionnelle où là on est plus sur des hauts et des bas, des accès de tristesse, des accès de joie incontrôlés, des émotions très fortes qu'on a le sentiment de ressentir très fort. Et puis, bon, j'essaie de faire court, et puis une hypersensibilité, on va dire, plus physique. Alors là, on se retrouve avec des trucs soit très classiques dont on entend parler, c'est-à-dire les intolérances alimentaires ou ce genre de choses, mais également une hypersensibilité au bruit, Parfois la lumière même, je crois. Hein. la lumière, les vêtements qui te grattent, etc. Mais aussi, alors là, c'est là où c'est physique, mais on a du mal à plus ou moins y croire, parce que finalement, on peut appeler ça différemment, mais on ressent les gens. On ressent leurs émotions, on capte tout à travers notre corps, et que ce soit l'énergie d'un lieu, l'énergie des personnes, etc. Et du coup, on mélange leur mal-être à notre mal-être, on devient avec une forme d'empathie terrible. Et voilà, donc ça fait 3 sortes d'hypersensibilité. On peut les avoir toutes les 3 à plus ou moins forte dose. Et voilà, donc on fait des tests pour savoir qu'est-ce qu'on est le plus. Et puis après, on essaie de... Ça ne se soigne pas. Il faut faire avec. Et donc, c'est pas vraiment une maladie. On dit qu'il y a une personne sur 5 qui l'est, donc c'est donc beaucoup, donc voilà. Et je pense que plus ça va aller, plus ça le sera d'ailleurs. Une des caractéristiques aussi, c'est une quête de sens terrible. Et donc, en fait, on essaie de développer au même niveau les 3 sensibilités. Et de réagir avec la sensibilité qu'on a le moins. C'est comme ça qu'on devient de plus en plus serein avec ça. Voilà, donc quand on est trop dans le mental, on sort du mental. C'est vraiment intéressant ta façon de présenter, c'est très clair d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui t'a mis toi sur cette voie-là, en tout cas pour te dire, pour te reconnaître toi en tant qu'hypersensible? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ton cheminement ou qu'est-ce qui t'a fait obstacle à un moment donné de te dire mais c'est pas possible, en fait il y a quelque chose qui fait que je comprends pas, il faut que je mette des mots dessus pour mieux me comprendre et mieux trouver ma place. Il y avait des sujets sur lesquels j'allais beaucoup plus vite que les autres, mais sans vraiment imaginer que j'allais plus vite que les autres. Donc j'étais toujours en décalage. J'avais des émotions très fortes, mais intérieurement, et comme on m'avait toujours expliqué qu'il fallait pas trop pleurer, qu'il fallait pas faire ceci, j'essayais par tous les moyens, mais en fait, je sentais toujours des larmes, une seule qui coulait le long de ma joue et que j'avais des difficultés à calmer. Ou alors des gros coups de stress avec effectivement, ça ne se voyait pas de l'extérieur. Ça transpirait à l'intérieur de moi. Je devenais rouge. J'avais des plaques rouges ici, là, sur le haut de la poitrine et qui montraient la peur que je pouvais avoir. Enfin, voilà, quoi. Donc, il y avait toutes mes émotions qui ressortaient. Comme je ne les exprimais pas quand on ne me voyait pas, si j'étais par téléphone ou ailleurs, ça pouvait pas se ressentir, ça pouvait pas se voir. Mais en face, en fait, mon corps les exprimait. Moi, j'arrivais à les calmer avec ma tête, mais mon corps, il en pouvait plus, quoi. Donc voilà, il y a des trucs comme ça. Après, pendant ma formation de coach professionnel, des gens qui avaient un peu de mal avec moi parce que j'allais trop vite, parce que j'avais trop d'émotions, je les exprimais trop peut-être, ou avec beaucoup L'intensité peut-être? et d'intensité, et je les mettais à nu, j'avais pas peur de les mettre à nu. Et donc du coup, les profs, dont une d'ailleurs, un jour à la fin du cours, m'a filé un bouquin. Et elle m'a filé un bouquin, elle m'a dit lis-le, tu vas te reconnaître. Et je me suis retrouvée avec un bouquin entre les mains, en fait avec 2. Il y avait le premier bouquin, c'était Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Fachin. Et puis le deuxième, vraiment sur l'hypersensibilité, c'était Ces gens qui ont peur d'avoir peur d'Hélène Aron. Et quand j'ai lu ce bouquin-là, j'ai fait oh. Enfin des mots qui me comprennent. Je me suis dit, c'est moi. Voilà. Oui, alors le premier, oui, bien sûr, mais alors le deuxième, alors là, paf, le grand plouf dans la figure. Et effectivement, malgré le fait que j'avais une carrière bien remplie, que j'avais fait plein de choses, etc., je ne pouvais pas nier que ma vie était faite de peur. Et que j'avançais, je faisais des choses, etc., mais en fait, finalement, j'avais des grandes peurs. Et donc, je n'osais pas, finalement, j'avais peur d'être moi-même, quoi. Et donc du coup, je me suis dit, ça suffit maintenant. Alors c'est là où Helloz est sorti, parce que je me suis dit, je vais le faire pour moi. Et puis au fur et à mesure, de toute façon, comme j'accompagnais des femmes, je n'attirais que ce genre de femmes. Et donc du coup, c'est bon, quoi. Tu comprends, tu attires qui tu es en général. Donc et donc effectivement, pour être de plus en plus calme, j'ai créé des choses et ça marche avec moi, ça marche avec les autres. Il suffit de savoir comment sont les gens. Ça veut dire que plus tu te connais et plus tu te sens aligné avec toi-même.
plus cette manifestation un peu intense de ce qui bouillonne à l'intérieur de toi se calme? Oui, et puis après, il y a eu 2 découvertes dans ma vie, supplémentaires. Je suis allée, tout à fait par hasard à une formation de numérologie tirée par ma meilleure amie, et pour moi, c'était comme si je lisais l'horoscope à la fin de Télé 7 jours quand j'étais petite, quoi. Enfin, ça avait Ça te parlait pas? plus d'intérêt d'aller Qu'est-ce que je faire vais faire là-bas? voilà, bah, je suis ingénieure à la base, alors, voilà, je suis ingénieure à la base, alors, savoir qu'on pouvait faire de l'humain à travers des chiffres, enfin et des nombres, ça me paraissait improbable, quoi. Je demandais vraiment à voir et puis finalement, j'ai été mais incroyablement scotché et effectivement, on commence par faire son propre thème et j'avais déjà bien cheminé devant moi et en fait, je voyais à travers des nombres, qui j'étais d'une manière tellement, précise et détaillée que je n'en revenais pas moi-même et je me disais: «Mais mon Dieu, mais tu as perdu 20 ans de ta vie, quoi, presque. Si tu l'avais su, tu aurais fait autre chose». En fait, tu as rien perdu, hein, parce qu'on perd jamais rien, mais oui, donc plus je me connais, plus ça va En tout mieux, ouais. cas, le fait de réaliser que ce que tu faisais auparavant n'était pas du tout, ce qui te correspondait pour le coup. Ou du moins pas cette façon de fonctionner-là, quoi. Mmh. Et oui, effectivement. Et donc la numérologie, Ça m'a montré que ouais, j'avais eu d'autres découvertes, hein, de cet ordre-là, mais en tout cas, ça m'a montré que effectivement, il n'y a pas que le rationnel dans la vie et que l'irrationnel, est parfois presque plus réel que le rationnel et on ne sait pas comment ça fonctionne. Alors en tant qu'ingénieur, j'ai toujours besoin de savoir comment ça fonctionne, hein, en tant qu'ex-ingénieur et en fait, il n'y a pas de moyen si ce n'est la récurrence, essayer, se prouver que ça marche et donc finalement, bah, c'est ce que j'ai fait. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de prouver que ça ne marchait pas, j'y suis jamais arrivée, donc je me suis dit: «C'est donc que ça marche» et effectivement, j'ajoute ça à tous mes accompagnements et j'ajoute ça à l'ikigai, puisqu'on était là pour parler d'ikigai. J'ajoute ça à l'ikigai parce que l'ikigai est assez structuré, ça permet aux gens de réfléchir sur eux-mêmes, se poser les bonnes questions, mais il y a certaines personnes à qui ça ne marche pas. Certaines personnes pour qui c'est très compliqué de répondre à ces questions-là. Parce que bon, l'ikigai, c'est effectivement un concept qui vient du Japon. Et donc, en règle générale, on doit répondre essentiellement, et puis après, il y a des croisements, et finalement, l'ikigai est au centre d'un certain nombre de questions qu'on se pose. On doit dire qu'est-ce qu'on aime, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi on est doué, et puis ce pourquoi on peut être rémunéré. Quand on est dans une recherche, on va dire, un peu plus professionnelle, à ce moment-là, on cherche ce pourquoi on est rémunéré. On peut aussi le regarder pour un projet de vie autre, et on peut le regarder pour plein d'autres choses. La plupart du temps, c'est professionnellement parlant, mais ça peut être aussi pour d'autres sujets. À ce moment-là, on change la dernière case, c'est pas du tout ce pourquoi je suis rémunérée, on met autre chose à l'intérieur. Et donc, on réfléchit à ça, et au fur et à mesure, bah, finalement, l'association de ce qu'on aime avec ce pourquoi je suis douée, ça donne un petit résultat, et puis on synthétise, et puis ce dont le monde a besoin. Et j'aime bien, moi, ce dont le monde a besoin, parce que finalement, on réfléchit à ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on veut bien œuvrer. Parce que dans ce dont le monde a besoin, il y a plein de choses qui nous intéressent, mais en fait, il y en a finalement que une ou deux vraiment qui nous tiennent particulièrement à cœur. Dans ce dont le monde a besoin, je suis intéressée par plein de trucs. Bien sûr que l'écologie, le changement climatique, tout ça, ça me tracasse et ça m'intéresse. Mais est-ce que je me sens à même de bosser dessus? Mais alors, c'est pas ton domaine. incroyablement pas. Voilà, c'est absolument pas mon domaine. Et puis même si ça m'intéresse, j'ai même pas envie d'y passer 2 heures, quoi. Je préfère que les autres le fassent à ma place et avoir des informations et faire ce que je peux à mon pauvre niveau pour en fonction des consignes qu'ils vont me donner, mais j'irai pas de moi-même chercher, investiguer, etc. Alors qu'il y a plein d'autres sujets dont le monde a besoin, sur lesquels je veux bien donner plein de temps et ça me coûtera rien et j'aurai pas le sentiment de faire des efforts. Donc effectivement, pour moi, l'égalité homme-femme, par exemple, le monde en a besoin et c'est un truc sur lequel j'irai et puis tu me diras de faire 2 heures, j'en ferai 5, je verrai pas le temps passer, quoi. Donc c'est se poser ce genre de questions, c'est super intéressant. Et puis après, il y a ce pourquoi je suis rémunérée et ce pourquoi je suis douée. Et il y a des gens, quand tu leur demandes ce pourquoi je suis douée, ils sont incapables de te dire. Il y a une forme de timidité, de ne pas oser le dire, et puis finalement aussi ne pas savoir finalement vraiment ce qui nous tient à cœur, ce qu'on sait faire de manière instinctive. On s'en rend pas compte. Alors les autres peuvent nous aider, peuvent apporter un regard dessus, mais nous, on s'en rend pas compte. De la même manière, ce que j'aime et ce dont j'ai besoin finalement, plein de personnes qui sont là devant la feuille et puis qui restent avec des feuilles blanches et il faut les aider, les accompagner, leur poser des questions 25 fois, 30 fois, etc. C'est plus laborieux. Voilà, mais c'est beaucoup plus laborieux pour certaines personnes et c'est vrai que
Je me dis, finalement, autant les aider. Et puis, donc, ils mettent un certain nombre de mots. Au bout d'un moment, ça vient, ils mettent un certain nombre de mots. Mais l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir leur apporter des informations supplémentaires. Et donc, s'ils sont d'accord, on associe la numérologie avec. Donc, du coup, associer la numérologie avec, c'est quoi? C'est associer finalement, grâce à la numérologie, on peut calculer un certain nombre de choses sur une personne. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est de rajouter à ce schéma-là, donc à leur réflexion, il y a toujours leur part de réflexion qui leur est propre, on ne fait pas du tout à leur place ni quoi que ce soit, mais on rajoute des informations supplémentaires comme la mission de vie, l'axe professionnel, les besoins essentiels et finalement la personnalité profonde. Parce que finalement, on a une personnalité profonde et parfois on n'ose même pas se l'avouer. Et donc, quand on met ce mot-là, alors plus particulièrement le mot personnalité profonde et les mots mission de vie, enfin tous d'ailleurs, les 5 sont intéressants, mais ça fait vraiment rebondir les gens parce que on leur pose des mots qui en général vibrent avec eux, donc il y a une espèce de résonance, et ça leur permet effectivement d'aller plus loin, ça leur permet d'oser dire que oui, ils aiment ça, et que oui, ça fait partie d'eux, et que oui, ils en ont besoin. Et donc, ils rajoutent ces mots-là dans la recherche de leur ikigai et dans la recherche de leur mission de vie. Parce que et dans leur recherche de leur bien-être et de là où est-ce qu'ils veulent aller. Parce qu'effectivement, si tu arrives à mettre qui tu es vraiment au centre de cet ikigai, tu as de plus grandes chances d'arriver à te reconvertir, à faire quelque chose qui t'intéresse. Et voilà. Et puis, tu mets tes besoins essentiels aussi. Donc, du coup, tu sais que tu as besoin de ça. Donc, si un besoin essentiel, c'est la sécurité, il faut pas l'oublier. C'est pas parce que tu rêves de voyages incroyables que tu n'as pas ce besoin de sécurité. Donc, il faut vraiment le poser et arriver à cumuler tout ça. Et donc, ça apporte des informations supplémentaires qui sont, de mon point de vue, très pertinentes et qui les aident beaucoup. Je trouve ça vraiment intéressant parce que dans un épisode de Christophe Rousseau, donc qui a présenté l'ikigai, qui a fait l'introduction en fait sur cette thématique-là, il disait justement, et que ça revient vraiment à ce que tu es en train de développer, que l'ikigai, si on n'avait pas fait un travail sur soi au préalable, c'était un outil qui pouvait paraître assez compliqué finalement. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est que si on ne sait pas mettre des mots sur ce dont on a envie, sur sa propre valeur finalement, ça va être un peu difficile ou complexe de savoir comment placer chaque domaine important de notre vie dans cette espèce d'amas de cercle. Et ça doit être assez embrouillant en fait. Et du coup, c'est vrai que ta façon d'y répondre à cette problématique-là, qui peut concerner plein de gens, c'est de se dire, tiens, je vais t'apporter un outil, ça va être la numérologie, qui va être un outil de connaissance de toi pour permettre ensuite que tu saches mieux qui tu es et que tu puisses avancer sur ton ikigai. Quelque part, il y a un peu cette démarche-là, mais qui se rejoint. Oui, c'est ça, c'est tout à fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand on fait ça, on fait une partie d'ikigai, une partie de réflexion, une partie de numérologie, et avec la somme des deux, hop, ils réfléchissent à nouveau après derrière. Et effectivement, tu as tout à fait raison, c'est ça. Et c'est la raison, il y a 2 raisons pour lesquelles c'est compliqué l'ikigai. C'est soit, effectivement, tu n'as pas fait ce travail de réflexion sur toi, soit tu as beaucoup de mal à synthétiser. Et donc, du coup, chaque fois qu'on te pose une question sur ce que j'aime, ce pourquoi je suis douée, ce dont le monde a besoin, etc., tu en mets plein, tu en mets des tartines, tu vois même des gens qui font une carte mentale sur chacun des sujets, etc., avec plein de trucs. Et en fait, l'idée, si tu veux arriver à sortir l'essentiel là-dedans, c'est d'accepter de mettre des priorités, accepter ça. Et il y a des gens qui aiment pas du tout. Donc, dans les 2 cas, effectivement, avoir un outil à côté qui permet de te mettre une espèce d'éclairage, c'est comme si tu mettais une espèce de lumière sur des points importants. Oui, ça leur permet d'avancer. Et cet esprit de synthèse qu'ils n'ont pas forcément, ça veut dire que c'est quand même plus accessible ou que c'est plus profond ou que le travail va encore plus loin lorsqu'on a une personne extérieure qui nous aide à mettre en mots et en lumière, ce qui nous habite à l'intérieur? Oui, je crois que c'est bien d'être accompagné. L'ikigai, on peut le faire tout seul, mais c'est effectivement bien d'être accompagné. Il y a des parties qu'on peut faire tout seul dans son coin, mais quand il s'agit de synthétiser, quand il s'agit de mettre un verbe, de mettre un mot, de mettre une phrase, parce que l'ikigai, c'est pas forcément juste un mot, ça peut être effectivement une phrase, quoi, et la concevoir avec un mot qui te fait rêver, un mot qui te fait agir, un mot, enfin, etc. Et là, oui, effectivement, pour cette dernière partie, quand tu n'y arrives pas, c'est bien. Et ce qui est bien aussi, c'est de le faire, moi je trouve, quand on le fait en groupe.
Quand on le fait en groupe, chacun réfléchit de son côté, mais après on peut mettre les gens 2 par 2 ou 3 par 3 et finalement le regard de l'autre à côté est intéressant parce que il est parfois complètement impartial et du coup il te permet de dire des choses ou de te poser certaines questions que toi tu te refuses même de te poser, quoi. Donc, ou alors auquel tu n'as pas pensé. Ouais, c'est travail de groupe en fait, sous forme d'atelier. Ouais, c'est génial en fait, c'est que l'autre, finalement t'apporte soit son éclairage, soit le fait qu'il s'autorise certaines choses, se dire: «Bah, peut-être que moi, aussi ça résonne» et c'est quelque chose que tu pratiques cet ikigai de groupe? Je l'ai fait récemment. La dernière fois que j'ai fait un ikigai de groupe, c'est une intervention à l'IUT à Bayonne. Donc étonnamment, ce sont des gens en reconversion qui veulent se diriger dans le milieu de l'accompagnement sportif. Donc, ils sont tous issus de l'accompagnement ou du sport, hein, à la base. De toute façon, ils ont été sélectionnés et ils sont en formation. Et leur but, c'est d'avoir des responsabilités lors des Jeux Olympiques. Et du coup, c'est bien beau d'avoir des responsabilités lors des Jeux Olympiques, mais après, il faut aussi qu'ils réfléchissent à ce qu'ils font après, quoi. Là, effectivement, toute la formation les amène à encadrer ce parcours olympique en 2024, mais donc ils sont là sur 2022, 2023 et en 2024 ils seront prêts, mais il y a l'après. Et donc du coup, effectivement, on m'avait demandé d'intervenir avec l'ikigai à l'université. Donc là, effectivement, dans le mode du public et universitaire, inutile de dire que je n'amène pas la numérologie, c'est vraiment l'ikigai classique, on va dire, même si j'y ai rajouté quand même quelque chose, j'y ai rajouté les valeurs, c'est-à-dire quelles sont les valeurs des gens. Parce qu'il y a effectivement ce dont le monde a besoin, mais il y a aussi quelles sont vos valeurs profondes. Et donc réfléchir là-dessus, finalement, c'était mettre des mots sur des valeurs profondes et c'était pour moi aussi un éclairage différent. Je fais rarement l'ikigai toute seule, d'ailleurs, en fait, en l'occurrence, je me rends compte. Donc, je rajoute toujours un petit truc. Hein. Je me dis qu'il faut rajouter quelque chose pour avoir un éclairage pour faciliter, sinon c'est pas facile. Et donc, du coup, ils ont bossé ils ont effectivement trouvé leurs valeurs. Au début, ils travaillaient tout seuls, que ce soit la première partie de l'ikigai et les valeurs. Puis ensuite, je les ai mis 3 par 3. Et effectivement, une fois qu'ils avaient réfléchi, ils devaient présenter aux 2 autres ce qu'ils avaient trouvé. Ça avait 2 avantages, c'est-à-dire que ça évitait que certains ne fassent rien dans leur coin. Et puis, et puis 2, ça les poussait à s'exprimer et donc forcément en s'exprimant, ils avaient aussi le retour de l'autre et donc ça c'était intéressant. Et de synthétiser éventuellement, Voilà, et de synthétiser éventuellement à la fin donc ensemble. Je me souviens d'une jeune femme, elle devait avoir, je sais pas, 25 ans et elle avait tellement peu confiance en elle qu'elle était incapable de trouver la phrase alors qu'en fait, c'était plutôt simple, tu vois? Elle avait tellement peu confiance en elle que mettre un mot déjà sur ce pourquoi elle était douée, c'était compliqué, mais ça, bon, au bout d'un moment, elle y est arrivée. Puis les autres, ses amis qui étaient là, lui a dit, mais non, toi, tu sais faire ça, etc., etc. Mais effectivement, pour finir, toute seule, elle aurait jamais passé le pas. Et donc, en fait, l'idée, c'était de lui proposer quelque chose. Et quand elle a vu que ses amis disaient, ah bah ouais, ça, c'est tout toi, quoi. C'est vraiment un truc comme ça. Et ça te plaît. Et alors, elle a dit, bah oui. Bon, elle me dit, je changerais bien un mot. Je dis, ben vas-y. Et donc, elle s'est retrouvée avec son ikigai et c'était beau. Tu te souviens de quel ikigai c'était pour elle? À la base, elle accompagnait les gens. Elle accompagnait les gens en situation difficile. Et puis, donc, elle était plutôt dans l'accompagnement, pas dans le sport. Et donc là, la mission, c'était qu'est-ce qu'elle allait faire après. Et en fait, tu te rends compte que oui, elle accompagnait les gens en mission difficile, mais son truc à elle, c'était ce qui lui plaisait dans la vie, et ce pourquoi elle était douée, c'était de faire rire les gens. C'était de faire rire les gens et de résoudre toutes leurs difficultés. Voilà. Excellent. Et donc du coup, aujourd'hui, elle passait son temps à accompagner des gens en grande difficulté financière, enfin des gens qui étaient plutôt SDF ou ce genre de choses. Donc la notion de plaisir, la notion de rire était pas souvent là dans son taf, quoi. Alors bien sûr, elle les aidait à trouver des solutions, etc. Mais il y en a pas beaucoup pour ce public-là, en fait. C'est toujours compliqué. Et donc du coup, je me souviens plus bien quel était son ikigai. À la
fin, mais toujours est-il que c'était autour d'apporter de la joie et d'animer. Elle savait qu'elle allait changer son domaine d'animation, qu'elle allait bien rester dans l'animation parce que c'était ça, mais elle était beaucoup plus sur de l'organisation de projet, mais avec des choses dynamiques, avec mettre en scène des gens, faire rire, évoluer, apporter du plaisir, et donc on était beaucoup plus là-dessus. Elle voulait changer de public et voilà. Ouais, c'est génial, c'est génial. Enfin, ça avait changé surtout son périmètre d'action. Ouais, Voilà. excellent. Être plus nourri sur tous les plans du coup, parce qu'effectivement quand tu as ce besoin de joie, de légèreté et de rire, si ça t'est pas apporté par ta mission de vie, quelque part forcément il y a un gros pan de ta personnalité ou de tes besoins qui n'est pas rempli en fait. Donc je trouve que l'expérience est géniale, surtout pour un public de cette tranche d'âge-là qui a pas forcément énormément de recul ou non énormément de vocabulaire non plus par rapport à ces différentes notions. Savoir nommer des choses et savoir que ça nous correspond, c'est pas toujours simple. Il y a pas non plus énormément d'expériences de vie qui permettent de nourrir et de nous confronter à des épreuves qui nous font, nous dépasser. Mais je trouve que c'est génial d'avoir aussi les autres qui étaient là pour dire: «Mais non, mais toi tu sais faire ça, toi tu enfin, dans telle expérience tu as pu apporter ça», et je trouve que c'est génial cet effet miroir du groupe parce qu'ils la connaissent et que, ils apportent un Ouais. éclairage, hyper, positif en fait, enfin, je trouve ça vraiment très réjouissant. Je me souviens, elle disait: «Mais non, je sais rien faire, je suis pas douée», et cetera. Et les autres qui disaient: «Mais enfin, arrête, chaque fois qu'il y en a un qui est dans la panade, chaque fois qu'il y en a un qui a un souci, tu viens toujours nous tirer, de là, tu trouves toujours des solutions tout le temps, et puis tu es la première à nous organiser des super week-ends, Mmh. on n'a rien oublié, tu as toujours tout amené, on peut tous compter sur toi». Alors donc du coup, elle avait ses capacités de logistique, elle avait des capacités de création d'événements, enfin bon, et ça lui paraissait tout à fait normal. Elle était incapable de dire qu'elle était douée pour ça. Mais c'est ça, et en fait, les choses qui sont parfois normales pour, les personnes, ils se rendent pas compte que ça a de la valeur puisque c'est leur fonctionnement naturel. Ils savent pas que c'est une valeur ajoutée, que ça sert au monde et que ça peut servir aux autres et que ça peut apporter quelque chose, à soi-même, mais aux Mmh. autres aussi, quoi. Donc ça, c'est assez amusant. Est-ce que sur, ton parcours, toi, quand tu as rencontré, l'ikigai, ça t'a permis d'être, plus aligné avec toi-même et ça t'a permis d'avancer sur ton chemin professionnel et personnel? Bah, je l'ai fait à un moment de ma vie où je cherchais à me reconvertir professionnellement. Enfin, c'est pas tant que je cherchais à me reconvertir professionnellement, c'est que j'avais créé une entreprise avec mon compagnon et qu'on s'était séparés, et que donc du coup l'entreprise, il l'avait gardée et moi je me retrouvais avec rien, quoi. Donc il fallait bien rebondir, on va dire. C'était pas me reconvertir, mais c'était plutôt rebondir. Et et donc du coup, oui, effectivement, je cherchais toutes sortes de stimulations intellectuelles et un peu différentes pour essayer de chercher qu'est-ce que je pouvais faire. Et donc j'ai fait l'ikigai, mais j'ai pas f avec du recul, hein, j'ai fait un ikigai qui m'a amené vers une solution que j'ai poussée, que j'ai abandonnée après, qui n'a jamais marché vraiment bien, parce que je m'étais pas posé les bonnes questions. Mmh. Et puis aussi parce que je n'avais pas osé tout mettre sur le papier. Mmh. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu vois, par exemple, si tu fais cet ikigai dans le cadre d'un accompagnement de reconversion, un truc hyper sérieux où finalement t'es pas, soit t'es pas à l'aise, soit tu te lâches pas. Ça veut dire dans ce que tu aimes et dans ce pourquoi tu es doué, tu mets pas vraiment ce que tu aimes vraiment. Donc moi, quand j'ai mis ce que j'aimais, j'ai mis que j'aimais accompagner les gens, ce pourquoi j'étais douée, enfin bon, l'organisation d'entreprise, ce genre de choses, ce pourquoi je pouvais être rémunérée. Et donc du coup, je me souviens qu'à ce moment-là, ce qui était sorti de là, qui était très intelligent, au demeurant, hein, je veux dire, ça me donnait une piste d'évolution qui pouvait être très intéressante, hein. C'était accompagner les seniors à la reconversion, dans les PME et créer un projet innovant parce que j'adore l'innovation, etc. Et donc, je suis sortie avec ça et puis j'ai créé effectivement un projet de reconversion des seniors au chômage innovant au profit des entreprises. Parfait, ça j'ai fait. Mais en fait, ça n'a pas vraiment marché parce que c'est pas vraiment ça que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Si je suis honnête avec moi, ce que j'aime, c'est l'humain, ce que j'aime, c'est les femmes, ce que j'aime, c'est le plaisir, ce que j'aime, c'est de voir les gens grandir, les seniors en tant que tels, même si je le suis, et dans les entreprises, pour se reconvertir. Oui, je pouvais être rémunérée pour ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça que j'aime? Mmh. Non, quoi.
Mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, ce que tu es en train de dire parce que finalement, c'est amusant parce que plus on est en train d'apprendre à connaître cet outil, qui est bien plus qu'un outil, qui est vraiment une philosophie de vie et un regard particulier Mm. sur le monde et sur soi-même dans le monde, je me dis, il y a des préambules nécessaires. Tout à l'heure, on parlait de connaissance de soi, mais l'honnêteté, c'est vrai que ça pourrait être un préambule. C'est-à-dire, si tu n'es pas complètement honnête envers toi-même, si tu ne te dis pas qu'est-ce que j'aime et que tu restes sur un plan intellectuel, finalement tu passes à côté de toi. Mais comme on peut faire pendant des années et des siècles, Ah hein, oui. mais vraiment c'est vraiment intéressant de se dire ok c'est un outil et ok c'est super intéressant, mais qui tu es d'abord toi et comment tu te regardes et qu'est-ce que tu t'autorises à faire. Donc là ça va vraiment m'amener directement vers, vers ton projet qui s'appelle Hellos. Donc c'est quand même un nom qui est très Mm. particulier. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de s'autoriser à. Qu'est-ce que tu fais à travers ce projet? Qu'est-ce que tu proposes aux femmes notamment? Alors, elle ose, c'est à la fois elle et oser, et puis c'est aussi ose comme le magicien d'Oz, et me dire que finalement, on a tous un peu de magie en nous. Et donc, l'idée, c'est de permettre aux femmes d'accepter d'être qui elles sont vraiment, et aussi de dépasser un certain nombre de blocages, de freins qui sont essentiellement dus soit à leur éducation, soit à des héritages familiaux, soit à des chocs émotionnels qu'elles ont vécus, enfin ce genre de trucs. Et puis bon, effectivement, au début, c'était vraiment tourné sur l'hypersensibilité. Et donc j'avais créé un test hypersensible, un test des intelligences multiples pour l'hypersensibilité, et j'avais trouvé un article, je sais plus, américain, je crois, je sais plus, et que j'avais trouvé ça hyper intelligent, en plus des intelligences multiples classiques. Il avait rajouté, c'était un homme, il avait rajouté l'intelligence érotique. Et au début, j'avais trouvé ça étrange, et puis j'ai un peu creusé, je me suis dit, mais oui, en fait, les femmes que j'accompagne, je leur dis d'équilibrer leur vie privée et leur vie pro, mais en fait, on ne parle jamais de vie sexuelle, ou très rarement. Et en fait, tu te rends compte que à ce moment-là de leur vie, surtout quand tu redémarres un truc, que tu te reconstruis professionnellement parlant, ou que tu as une quête de sens, ou que tu veux te rebondir d'un divorce, d'un machin, ou d'un truc comme ça, bah, il y a tous les aspects de la vie qu'il faut regarder, mais il y a aussi finalement ton lien au corps et ton lien à ce que j'appelle l'érotisme, c'est-à-dire ta capacité à charmer, ta capacité à avoir du plaisir, ta capacité à générer de l'envie. Et donc du coup, j'ai rajouté moi-même cette intelligence érotique à mes tests, et finalement, je faisais un bilan et j'affichais les résultats du bilan. Et souvent, dans l'hypersensibilité, j'avais soit une forme d'érotisme à l'excès, soit au contraire très très faible, parce que l'hypersensibilité, c'est ça. C'est en général, c'est à une intelligence qui est C'est très un excès, forte, ouais, voilà, c'est ça. qui est pas du tout Hyper ou développée. hypo, Sinon, quelque chose, ouais. voilà, c'est ça, d'un excès dans, voilà, dans un sens ou dans l'autre. Et souvent, je demandais aux femmes si elles voulaient qu'on travaille sur ce sujet-là. Il y en avait plein qui me disaient non, moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est ma vie pro. Le reste, je veux pas y toucher. Ou même des fois on trouvait des blocages sur des abus ou des problèmes familiaux, elle voulait pas y toucher non plus, et donc tu te rends compte quand même que le pro on prend un coup, quoi, qu'il y a un moment il faut vraiment nettoyer tout ça, il faut dépasser tout ça. Et voilà, et donc bah, c'est un peu ça l'accompagnement Elle ose, avec bah, des techniques un peu différentes. Donc il y a effectivement du très rationnel et puis du moins rationnel, puisque c'est ça aussi ma définition de moi-même. J'ai une copine qui dit, toi, t'es la plus irrationnelle de toutes les rationnelles que je connaisse. Et, J'adore. et aussi la plus rationnelle des irrationnelles Oui, que ouais, je dans les connaisse. deux Bon, sens, ouais, bref, dans les carrément. deux sens, quoi. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, j'accompagne de cette manière-là. Et puis, effectivement, j'ai fait, c'est comme ça, c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés, j'ai fait un podcast. Et le podcast, c'était pour moi, finalement, une des rares choses que je n'osais pas faire, malgré le fait que je m'appelle Élose. Si j'avais introduit l'intelligence érotique dans mes tests, si parfois j'accompagnais sur ce sujet-là, jamais je n'en parlais. Un micro, jamais je faisais de post, jamais je m'exprimais sur le sujet, etc. Et je pense quand même que c'est essentiel. Et j'ai voulu un jour, je me suis dit, bah oui, c'est le moment, quoi. Ça fait longtemps que tu en as envie, tu te le permets pas, il n'y a pas de raison, tu accompagnes des femmes à oser. Toi-même, tu oses plein de trucs, tu vas aussi oser parler enfin de sexualité, de sensualité, d'érotisme,
et tout simplement de femme, quoi, de féminité. Oui, et merci de le faire d'ailleurs. Merci de t'autoriser à le faire. Parce que c'est vraiment, enfin, tu as une approche, donc moi pour avoir écouté ton podcast, c'est vrai que c'est une approche qui résonne en fait, parce qu'on sent que ça nous aligne quelque part dans toutes nos dimensions et que c'est fait avec une forme de parfois un peu de provocation amusée, mais aussi avec, beaucoup de poésie. Donc le mélange de tout ça, en fait, ça fait quelque chose qui fait énormément de bien. Donc je te remercie d'avoir osé pour le coup. Et il y a quelque chose qui m'amuse aussi dans ton parcours quand même, c'est que, tu es partie d'un état d'être où tu témoignais en fait d'avoir des manifestations corporelles qui étaient assez intenses, mais comme si tu étais coupée de ton corps. Donc il y avait ton cerveau qui marchait très bien, puis ton corps qui disait ah, peur, ah, enfin des émotions de façon qui se manifestaient vraiment physiquement. Et puis en fait, tout ce parcours-là t'amène quand même à parler de sexualité et d'érotisme. Enfin, quand tu vois de là où tu pars, et en fait, cette dualité entre toi et ton corps, et puis où tu en arrives, moi je trouve ça quand même extraordinaire. Je sais pas si tu en as conscience, mais le chemin est quand même assez dingue. Ah oui, le chemin est dingue. Et d'ailleurs, c'est certainement le plus beau chemin que j'ai fait, quoi. Mm. Euh, oui, oui, j'ai passé des années à être, je pense, à me couper de mes ressentis physiques, qu'ils soient érotiques, certes, peut-être, mais j'ai mis du temps avant de m'autoriser le plaisir, ce genre de choses, certes, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, je m'autorisais pas à ressentir le fait que j'avais peur. Je m'autorisais pas à ressentir le fait que j'étais bien ou pas bien dans cet environnement et qu'il était bon que je m'en aille. En fait, j'ai des ressentis terribles. Je sais effectivement quand je rentre dans une pièce, c'est entre guillemets, si c'est chargé énergétiquement, si je vais être bien ou pas bien. De pouvoir l'accepter, ça te permet, voilà, ça te permet aussi de savoir avec quoi tu es bien, avec quoi tu n'es pas bien, et c'est juste, c'est une sensibilité, mais qui te permet de toi savoir où tu vas de la façon la plus sereine possible en fait, et de pas accepter tout et Oui, voilà, n'importe et quoi. ça c'est bien. Ouais, je ouais, Voilà, oui, ça me ça paraît c'est bien fondamental. et Et je vais juste voilà. rebondir sur l'ikigai. En fait, il y a aussi un échange qu'on a eu à ce sujet avec Christophe Rousseau, qui disait que l'ikigai, c'est pas quelque chose qui est fini dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait un ikigai aujourd'hui que demain, après-demain, ou à un autre moment, il va être parfaitement le même. Et c'est vrai que ce que tu dis par rapport à la connaissance de toi-même, tu vois, le fait que tu aies pu définir un ikigai à un moment donné, tu t'en es servi, mais c'était pas complètement toi. Est-ce que si tu dois le refaire aujourd'hui, ou si tu le refais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, probablement il va évoluer en fonction de tout ce que tu apprends de toi-même. Donc j'aimais bien aussi cette idée que ce soit Mm. un outil dans un certain contexte, mais qui était amené à évoluer de la même façon que nous, on est en mouvement permanent, quoi. Ah oui, c'est quelque chose à refaire à plusieurs moments de sa vie. Bah, typiquement, effectivement, moi, si je le refais aujourd'hui, jamais j'avais arrivé sur un truc de senior, hein. Donc, si je le Ouais. refais aujourd'hui, il y a des choses, il y a des choses que j'aime et des choses pour lesquelles je suis douée que je n'imaginais même pas. Ouais. Je veux dire, j'avais tellement le profil de la bonne élève, studieuse, qui aime les maths et pas la physique d'ailleurs, mais en l'occurrence, mais j'en ai fait beaucoup. Et donc, je suis partie dans cette voie-là. Mais en fait, aujourd'hui, quand tu me dis que j'ai été ingénieure, j'ai du mal encore à y croire. Je le sais parce que j'ai un diplôme et que j'ai encore des trucs et que sur mon LinkedIn, c'est marqué tout mon passé, quoi. Mais j'ai encore beaucoup, mais j'ai beaucoup de mal à y croire. Je me suis amusée, tu disais que j'étais provoque, je me suis amusée sur LinkedIn à mettre changement de poste et j'ai marqué qui aurait pensé qu'on pouvait passer d'ingénieur chez Thales, qui est quand même un gros groupe français de défense militaire, qui aurait pu imaginer qu'on puisse évoluer d'ingénieur chez Thales à podcasteur sur la sexualité, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le truc C'est improbable, plus qu'un quoi. grand Donc, écart à ce sur ce niveau-là. poste-là, j'ai eu beaucoup de likes. Ouais, Voilà, il faut être très très souple. ouais, absolument. Et du coup, oui, si je le faisais aujourd'hui, ben, j'aurais la féminité, j'aurais le fait de m'exprimer, j'aurais le fait de la sensibilité, j'aurais même l'art, parce que j'aime faire des sculptures, j'aime faire des trucs. Enfin, c'est comme si j'avais enfin compris qu'il n'y a pas que la tête, il y a aussi le corps. Hmm. Ouais, ça Et qu'il y fait... a aussi des émotions. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Et l'intensité de la vie, elle prend une autre tournure. Voilà, c'est ça. Et, donc, c'est un peu, tu sais, au début, je parlais de plusieurs formes d'hypersensibilité, aussi du côté introverti, extraverti. Et ben, c'est ça aussi l'évolution. J'ai passé une grande partie de ma vie à être complètement introvertie. Donc, l'idée, c'est de s'ouvrir. Le podcast, ça permet de s'ouvrir. Le podcast, ça permet de parler.
On a le sentiment de parler à quelqu'un alors qu'en fait on parle tout seul, mais du coup ça permet aussi de lâcher cette espèce d'extraversion qui est complètement introvertie, quoi. Moi j'ai toujours considéré qu'au début que j'étais introvertie, mais en fait non, je suis une extravertie introvertie, quoi. Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce que cette espèce d'étiquette qu'on peut, se donner ou, recevoir, de notamment quand on est enfant ou ado ou jeune adulte, on nous dit: «Toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça» et du coup, c'est comme si ça nous enfermait vers, certaines voies, alors que c'est ce que tu manifestes très bien. Tu te sentais introverti, mais finalement, tu as besoin d'exprimer et c'est pas forcément peut-être qu'aujourd'hui tu dirais pas du tout que tu es introverti. Bah, je dis que je suis une extravertie introvertie. D'accord. C'est-à-dire que j'ai vraiment plein de choses à dire, mais que la plupart du temps je les garde pour moi. Donc maintenant, je me permets de les sortir, mais tu me vois, là on parle et donc je parle beaucoup, etc. Tu me mets dans un grand groupe avec des gens que je connais peu. Alors si c'est moi qui dois animer le groupe, ben, parce que je fais un stage ou un machin, ça va, forcément. Mais Ça t'empêche pas de t'exprimer quand tu as besoin ou envie de le faire. C'est ça qui compte, en fait. voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et effectivement, ce sont des choses qui se travaillent. Ouais, tout à fait. Non, je te remercie énormément parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pistes que tu livres et à travers ton expérience personnelle, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont inspirantes et qui peuvent amener des clés à d'autres personnes. Donc pour ça, je te remercie infiniment. Je voudrais savoir où est-ce qu'on peut te trouver, sur la toile ou ailleurs? Bah, sur la toile, on peut me trouver bah, via mon site internet sur www.eloz.com. Alors ça s'écrit elle comme une femme, hein, et puis Oz, OZ. Et puis sinon, bah, j'ai une page Facebook avec le même nom, Eloz, la magie du féminin. Et ton podcast? Ça, et mon podcast, alors j'en ai deux. J'ai Eloz, la magie du féminin. Il est sur toutes les plateformes. Et puis, il y en a un autre que j'apprécie beaucoup, mais que je cultive peu parce qu'il me prend beaucoup d'énergie et que je peux pas faire ça tout le temps, mais je vais m'y remettre parce que je pense que ça fait partie de mes missions de vie. Ça s'appelle Parole aux femmes et il est pareil, il est disponible sur toutes les plateformes. Et là, par contre, j'interviewe des femmes qui ont vécu des vraies difficultés et qui les ont surpassées. Et en fait, l'idée, c'est qu'elles témoignent de ce qu'elles ont vécu. Et parfois, ce sont des femmes qui n'en ont jamais parlé de leur vie parce que c'était complètement tabou et qui, finalement, au bout de, selon les cas, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 30 ans, se décident enfin à en parler. Et je trouve ça tellement beau et tellement fort. Et en fait, en règle générale, après, elles sont... Enfin, elles me remercient tellement fort. J'ai rien à gagner sur le sujet, Mmh. mais, mais voilà quoi. Mais alors après, effectivement, je le fais pas très souvent parce que sinon, dans le micro, j'entends des choses, enfin, Ouais, dans les écouteurs, j'entends des trucs ouais. tellement forts, tellement violents parfois, ou émotionnellement parlant, etc., que Oui, c'est intense. Là, voilà, il pour faut le que je sois en coup, forme. Donc je m'y remets ouais. normalement. Ouais, mais c'est par contre, c'est aussi c'est très joli, enfin très beau de pouvoir ouvrir cette voie-là, hein, la voie de l'expression, parce que vraiment Mm. c'est thérapeutique quelque part, hein, enfin, réellement. Ah oui, c'est ça, Mmh. c'est ça. Et donc du coup, je me dis que, enfin voilà quoi, c'est bien quoi. C'est bien, voilà. Voilà, Ça, c'est bien. c'est tout. Exactement, il y a rien d'autre à dire, en fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Dominique? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ben, on peut me souhaiter que des femmes écoutent cet épisode, qu'elles aient envie peut-être de témoigner dans Parole aux femmes. Bon, on peut me souhaiter que je trouve quoi faire quand j'aurai fini mon podcast, parce que c'est une série qui va de la lettre A à la lettre Z. J'en suis quand même la T en préparation. J'ai bientôt fini mon alphabet et je ne sais pas ce que je vais faire après. Pour le moment, Donc, on peut me souhaiter de trouver qu'est-ce que je vais faire après. Voilà. la suite. Et d'en avoir envie surtout. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, je me fais pas de soucis pour toi, par contre. Je te remercie infiniment. Merci pour l'échange. Merci pour les clés. Merci pour ton authenticité et ton énergie. Je te souhaite une magnifique journée. Ah, c'était un plaisir de partager avec toi. Je te remercie infiniment. À bientôt. Moi aussi, très bonne journée à toi. C'était un plaisir. Ciao, ciao. Alors, prêt pour l'exploration? Je te prépare une boîte à outils spéciale Ikigai. Si ça t'intéresse, envoie-moi un message à ma boîte mail. Les autres épisodes sur l'Ikigai arrivent bientôt. Alors, abonne-toi. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'oublie pas, maintenant tu peux me trouver sur YouTube. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà lundi.
sensiblement différent.